Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Storia Voce, le podcast d'histoire et civilisation. Olivier Vivorca, bonjour. Bonjour. Merci de revenir à notre micro. Vous êtes professeur à l'ENS de Paris-Saclay. Vous êtes un habitué de Storia Voce. Nous avons enregistré ensemble 2 séries de cours d'histoire, une sur la Résistance et une autre consacrée à votre ouvrage qui est désormais un classique, Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, un ouvrage paru, il s'agit d'une coédition Perrin et du ministère des Armées. Alors si je vous reçois aujourd'hui, eh bien c'est pour évoquer la bataille de l'Atlantique et je profite de ce moment pour vous présenter, chers auditeurs, la sortie du tout nouveau magazine L'Histoire en guerre, une coédition Le Monde, Histoire et Civilisation, un magazine de plus de 180 pages, largement illustré, des photos restaurées, colorisées, des cartes, bien évidemment. Un numéro magistral auquel vous avez participé, Olivier Vivorca. Et ce numéro est disponible chez votre marchand de journaux ou bien sur notre boutique en ligne. Vous n'avez qu'à cliquer sur le petit lien qui se situe dans la description. Et pour être complet, vous venez de rééditer, Olivier Vivorca, Le Débarquement, son histoire par l'infographie. C'est un ouvrage que vous avez publié il y a plusieurs années, mais qui a été agrémenté d'infographies de Cyriaque Allard. Alors, il y a tout d'abord cette expression de bataille de l'Atlantique. D'où vient cette expression et est-elle légitime? Alors cette expression a été donnée par Churchill, qui avait, on le sait, le goût des formules, et elle est tout à fait légitime dans la mesure où la bataille de l'Atlantique a suscité une énorme frayeur chez les Britanniques, voire chez les Américains, dans la mesure où, au fond, les Alliés craignaient que l'Empire britannique, et surtout l'archipel, la Grande-Bretagne, soit asphyxié par la lutte que menaient les sous-marins allemands. Est-ce que, quels sont les enjeux de cette bataille au fond? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à voir aujourd'hui davantage sur le plan historiographique le front de l'Est, ce qui est juste, un bon retour de l'historiographie. Quid du front de l'Ouest? Alors, quid du front de l'Ouest? On ne peut pas dire que sur le front de l'Ouest, les choses aient énormément bougé. En fait, en Nord-Afrique, le front qui bouge entre 1940 et surtout 41 et 1943, c'est d'abord et avant tout l'Afrique du Nord. Mais l'Afrique du Nord n'est pas un énorme enjeu. En revanche, l'Atlantique est un enjeu, non tant, je crois, pour le contrôle des mers que pour le contrôle du commerce britannique. Il faut savoir que les Britanniques importent à peu près 20 millions de tonnes pour survivre, que l'archipel est dépendant en termes agricoles, même si cette dépendance a diminué, en termes de matières premières, même si le Royaume-Uni a du charbon. Et donc l'idée est tout simplement d'appliquer une stratégie du blocus. C'est une stratégie du blocus que les Allemands entendent mener. En coupant les lignes qui unissent l'archipel britannique au reste du monde, on va asphyxier la Grande-Bretagne et la rendre incapable de poursuivre le combat. C'est la longueur de cette bataille qui en fait sa spécificité, parce qu'au fond, elle dure tout le long de la guerre. Alors, la bataille de l'Atlantique ne dure pas véritablement tout le long de la guerre parce qu'en août 1943, l'amiral Dönitz, qui est patron de la Kriegsmarine, va retirer ses sous-marins de l'Atlantique Nord. Donc on peut dire que la bataille de l'Atlantique, en gros, au mi-temps de l'année 1943, est perdue par les Allemands. Mais c'est une bataille tout à fait décisive, c'est une bataille véritablement importante parce que elle menace la viabilité même de la Grande-Bretagne, sa capacité à poursuivre le combat, en menaçant les lignes de communication qui unissent l'archipel, d'une part aux États-Unis, grand pourvoyeur de matières premières, mais d'autre part aussi à l'Empire, Hmm. car la Grande-Bretagne est un empire. On peut ajouter également, pour faire bon poids, que les soviétiques regardent également la bataille de l'Atlantique avec crainte, dans la mesure où une partie des approvisionnements de l'Union soviétique provient précisément de l'aide que lui fournissent les Anglo-Américains. Mmh. Est-ce qu'au fond, on peut dire que les Anglais puis les Américains devaient porter un effort régulier, et constant sur ce front maritime et en dehors de cette année 1943, au fond,
nous sommes comme dans une bataille de tranchées, mais sur mer? Alors, une bataille de tranchées, mais sur mer, pourquoi pas? À cette différence près que c'est quand même un front qui bouge, hein. On n'est pas dans une guerre de position, on est dans une guerre de mouvement, puisque vous avez d'une part les sous-marins allemands, qui attaquent et d'autre part, les forces alliées qui essayent de les contrer. La bataille côté, allié, en fait, elle va se faire sur 2 fronts. Il y a un premier front qui est celui, au fond, d'annihiler la puissance maritime et notamment sous-marine de l'Allemagne nazie. Mais il y a un second front, qui est un front en quelque sorte intérieur, qui vise à construire des bâtiments, et notamment des navires marchands, en quantité supérieure à celle que les Allemands détruisent. Donc vous avez ces 2 fronts. Un front qui est un front pour aller vite militaire, et un front qui est un front économique. Quel était l'état des forces en présence? Est-ce que la supériorité traditionnelle de la flotte anglaise est une vision, biaisée? Non, ce n'est pas une vision biaisée. La Royal Navy est une force importante. Elle est d'autant plus importante, ai-je envie de dire, que l'Allemagne nazie n'est pas une grande puissance maritime. Ceci dit, cette, puissance de la Royal Navy a peut-être eu, tendance un peu à aveugler les Britanniques, dans la mesure où ils n'ont peut-être pas pris à leur juste mesure, étant persuadés que, rule Britannia, hein, que la Grande-Bretagne était au fond maîtresse des flots, eh bien, ils n'ont peut-être pas pris immédiatement les mesures qui s'imposaient pour contrer la guerre sous-marine que menait le Reich. Mmh. Donc l'état, des forces, quel est-il exactement? Alors, Il évolue bien évidemment tout au L long de la guerre. alors l'état des forces, évolue, vous avez bien raison de le souligner, mais je crois que ce qu'il faut, d'emblée préciser, c'est que la guerre sous-marine, qui n'est d'ailleurs qu'une composante de la guerre navale que mènent les Allemands, parce que vous avez une dimension qui est menée par les bâtiments de surface, hein, vous avez une guerre qui est menée par les bâtiments de surface, avec, des épisodes célèbres comme, le Graf von Spee, avec des épisodes célèbres comme, la traque du Bismarck. Donc vous avez ces On va y navires revenir après. de haute mer, hein, on en reparlera, et vous avez cette flotte sous-marine. Mais cette flotte sous-marine, lorsque l'on regarde, les effectifs déployés en termes d'hommes, en termes de chars, en termes d'avions, lorsque l'on regarde par exemple, les sous-marins que l'Allemagne nazie, déploie, au 1er janvier 1942, l'Allemagne dispose de 249 sous-marins, ce qui est quand même pas colossal. Sur ces 249 sous-marins, vous n'en avez que 91 qui sont opérationnels. Les autres sont en réparation, servent, à l'entraînement, des troupes, et sur ces 91, bâtiments opérationnels, vous en avez en plus, 21 qui croisent en Méditerranée et 4 en Norvège. Donc on parle aussi d'une flotte limitée, hein. On va compter en dizaines, on ne compte pas en centaines. Mmh. Alors venons-en au Bismarck. Le Bismarck est quasiment une légende pour l'Allemagne. C'est à la fois un outil bien évidemment militaire, mais c'est un outil de propagande? Bien sûr, parce que, la preuve que c'est un outil de propagande, c'est que si on demande, à l'homme de la rue, à supposer qu'il existe, hein, quel est le bâtiment allemand qu'il connaît, ça sera nécessairement le Bismarck. Peut-être le Tirpitz, peut-être le Gneisenau, mais d'abord et avant tout le Bismarck. Donc vous avez autour du Bismarck une forme de légende. Alors, ce Bismarck, c'est quoi? C'est un cuirassé extrêmement, puissant, et ce cuirassé doit servir logiquement, dans l'esprit du patron de la marine allemande de l'époque, l'amiral Raeder, à détruire des bâtiments marchands, éventuellement aussi des bâtiments militaires, hein, mais les navires marchands. Donc vous avez une guerre, vous avez un débat au fond qui est posé au début de la Seconde Guerre mondiale entre l'amiral Raeder qui va défendre une flotte de haute mer et Dönitz qui est le patron de la flotte sous-marine qui va défendre lui au contraire l'option sous-marine. Et au départ, Raeder marque un certain nombre de points jusqu'au moment où bien évidemment sa stratégie va être condamnée à l'échec. Mmh. Alors ce Bismarck, quelle est sa alors effectivement bateau légendaire, mais bateau légendaire qui finalement va être coulé le 27 mai 1941 après, un certain périple, Oui, donc ce que vous Bismarck, décrivez d'ailleurs dans votre Histoire totale de la Seconde Guerre. oui, donc ce Bismarck, apparaît pour, faire des dégâts, hein. Il n'est pas
pas seul, d'ailleurs, il est escorté notamment par le prince Eugen. Et ce Bismarck, si vous voulez, ce qui frappe l'imagination, c'est sa puissance, parce qu'il y a une certaine force, hein, lorsque l'on voit les photos du Bismarck, il y a une puissance qui se dégage de ce bâtiment, mais c'est surtout la course-poursuite du Bismarck qui va tenir au fond le monde en haleine, puisque ce Bismarck, qui au départ va infliger de lourds dégâts à la Royal Navy, il va couler notamment un, un cuirassé qui est très puissant, le Hood, qui est un peu vieux, mais qui a encore l'incarnation de la puissance britannique. Donc le Hood est envoyé par le fond, mais après ce succès, eh bien, une meute à la fois de navires britanniques, mais également d'avions, va mener la traque du Bismarck et amener à sa disparition. Il faut ici peut-être faire attention, au fond, à la distorsion qui oppose l'histoire à la mémoire ou à la légende. Parce que ce que montre le Bismarck, mais il y a bien d'autres exemples, c'est aussi dans une certaine mesure que le temps des cuirassés et le temps des croiseurs est révolu. La Seconde Guerre mondiale, c'est beaucoup plus, me semble-t-il, du point de vue naval, le porte-avions, et dans une moindre mesure, le sous-marin. Quand on voit les fleurons de la flotte, le Bismarck, vous l'avez rappelé, est coulé en mai 1941. Le Tirpitz va être quasiment inutile et mouillé dans un fjord en Norvège. Donc, en fait, cette flotte hauturière, hein, sur laquelle l'Allemagne avait misé tant en termes stratégiques qu'en termes économiques, parce que ça coûte très cher, hein, de fabriquer ce type de bâtiment, a très peu servi à l'Allemagne nazie. Au fond, c'est un tournant de l'histoire militaire parce que nous n'en sommes pas sortis aujourd'hui. Sont à la fois les sous-marins, mais aussi les porte-avions qui jouent un rôle majeur. Tout à fait. C'est un tournant de l'histoire militaire parce que au début de la Seconde Guerre mondiale et avant que les Japonais n'utilisent les porte-avions à une échelle inédite, je pense bien entendu au raid sur Pearl Harbor du 7 décembre 1941, c'était encore le cuirassé qui était considéré comme le maître des flots. Bon. Et donc il y a eu de ce point de vue-là, côté marine, des révisions déchirantes, puisque ces grands bâtiments ont été au fond relativement inutiles, hein, pendant la Seconde Guerre mondiale, ou en tous les cas ont été moins utiles que, je le répète, les porte-avions et dans une moindre mesure les sous-marins. Comment Hitler réagit à la défaite du Bismarck? C'est un énorme coup porté à son orgueil, mais il ne va au fond réviser ses priorités, c'est-à-dire accorder le primat aux sous-marins, qui sont quand même moins coûteux à fabriquer qu'à partir de 1942. Donc jusqu'en 1942, pardon, jusqu'en 1942, il laisse au fond sa chance, hein, aux grands bâtiments, aux grands bâtiments de surface. C'est après l'échec du Bismarck et après l'échec du Tirpitz que Hitler tire les conséquences qui s'imposent et mise sur la guerre sous-marine, une option que défend Dönitz. Voilà, donc il donne raison à Dönitz contre Raeder, qui est pourtant le responsable de Dönitz. C'est ça. Et donc Dönitz va remplacer Raeder. Alors quelle devient la place, que devient, pardon, la place des sous-marins dans la bataille de l'Atlantique dès 1942? Alors, à partir de 1942, vous avez raison de le souligner, vous avez une montée en puissance des sous-marins, hein. J'évoquais les 249 sous-marins qui croisaient au 1er janvier 1942, enfin en tous les cas qui étaient en partie déployés. Ils sont désormais 300 en janvier 1943, dont 60 dans l'Atlantique Nord. Donc on a une masse de manœuvre qui, je le répète, se compte ici encore en unités, en dizaines et non en centaines, mais cette soixantaine de sous-marins provoque quand même de gros dégâts, hein. Provoque de gros dégâts parce que entre 1939 et 1941, vous avez 4,8 millions de tonnes qui sont coulées, et en 1942, 7,8 millions de tonnes. 7,8 millions de tonnes, je pourrais jongler avec les chiffres, hein, et ça ne dirait rien aux auditeurs. Il faut savoir, pour jauger de l'importance de ces 7,8 millions de tonnes, que l'approvisionnement britannique, c'est 20 millions de tonnes. Donc vous le voyez, ils réussissent au fond à amputer d'un tiers, mais ce calcul est faussé pour des raisons que j'expliquerai dans quelques instants. Ils réussissent à amputer le trafic d'un tiers. C'est quand même beaucoup. À cette différence près que, mais nous pourrons y revenir, les Alliés, les Anglo-Américains, vont réussir à produire de plus en plus de navires marchands
et que même si les Allemands enregistrent de grands succès, eh bien, ils ne peuvent pas faire face à cet accroissement qui est le fait donc surtout de la puissante Amérique, qui va lancer un nombre de navires marchands absolument colossaux, hein. Alors, est-ce qu'on peut qualifier cette guerre, au fond, d'une guerre de course? Oui, c'est une guerre de course parce que vous avez des agissements qui ne sont pas très loin de la piraterie, hein. C'est une guerre de course d'abord sur les flots. Il ne faut pas oublier que vous avez bien évidemment une guerre sous-marine, mais vous avez aussi une guerre qui se déroule sur les flots, où les Allemands vont utiliser des camouflages, vont utiliser toutes les ressources de la ruse et des subterfuges pour couler des navires marchands, notamment dès 1939. On parle de la drôle de guerre. La drôle de guerre, elle n'existe pas sur les flots, hein. Le Graf Spee, il opère dès 1939. Mmh. Donc vous avez effectivement cette guerre de course, et puis vous avez un certain esprit qui anime, je dirais, les équipages, tant en surface que sous les mers, qui s'apparente aussi dans une certaine mesure à une logique de corsaire, hein. Vous avez effectivement des sous-marins qui vont fondre sur leur proie, comme les navires corsaires eh bien, essayaient d'attaquer, par exemple, les galions espagnols qui rapportaient les métaux précieux du Nouveau Monde. Donc oui, il y a un peu cet esprit, même si, à quelques exceptions près, nous pourrons y revenir, les lois de la guerre sont respectées. Mmh. Il y a un côté, voilà, c'est une voie sans issue au fond quand on est sur terre et bien on peut, sortir d'un champ, opérationnel. Là, c'est absolument impossible et on compte les morts en plusieurs milliers à chaque fois? Ah oui, les morts sont très nombreux. Alors, d'abord, du côté des navires de surface frappés par les Allemands, heu, incontestablement, vous avez une très grande peur. L'exemple canonique, c'est celui de Jean Gabin, qui est sur un convoi. Jean Gabin est parti, brun, et il a eu tellement peur que ses cheveux ont blanchi, hein. Bon, donc il faut imaginer le stress. Alors, c'est un stress qui, au fil du temps, devrait diminuer parce que les Anglo-Américains marquent des points pour protéger les convois. Mais en même temps, la menace est toujours présente, et c'est une menace qui est bien réelle, car si, par malheur, votre navire est envoyé par le fond, heu, vous avez très, très peu de chances de survivre. Pourquoi? Grand 1, parce que vous êtes victime de l'hypothermie, donc on ne résiste que quelques minutes Oui, vous dites au 3 flot minutes, glacé, oui. hein, 3 minutes. Mais l'autre élément, c'est que les navires n'ont pas le droit de ralentir, hein, pour récupérer des naufragés. Donc ce rôle est dévolu à certains navires spécifiques. Mmh. Ce qui veut dire que vous pouvez voir, des bâtiments, amis passer, près de votre bouée, passer près de votre, canot de sauvetage, et ne pas vous secourir parce qu'ils doivent avancer pour préserver leur existence. Donc on comprend effectivement que les marins alliés soient stressés. Mais le stress, il est également du côté des équipages allemands. Car si, au départ, les Anglo-Américains ne parviennent pas à infliger des pertes majeures, au fil du temps, ils réussissent à mener des contre-attaques. En gros, l'espérance de vie d'un équipage est de 6 mois en 1942, elle n'est plus que de 3 mois en 1943. Donc, les risques de disparaître sont nombreux, et il faut également souligner que être dans un sous-marin, c'est pas très marrant. C'est pas très marrant en raison de la promiscuité, en raison de l'humidité. Le sous-marin est à l'époque encore un milieu humide. C'est un endroit aussi où on ne va pas être nécessairement ravitaillé pendant ces longues semaines, en produits frais, en légumes. Alors bien évidemment, les Allemands vont réussir à faire des sous-marins ravitailleurs qui apportent des vivres frais, qui ont également des médecins à bord qui vont pouvoir donner des soins. Des Mais boulangers aussi, vous des signalez les boulangers, boulangers, oui. absolument, des Mmh. boulangers, donc tout cela est très apprécié par les équipages, mais être sur un sous-marin, c'est vraiment, vivre des conditions très, très difficiles, d'autant que, répétons-le, la mort est très souvent au rendez-vous. Mmh. Quelle est la meilleure tactique pour pouvoir répondre à ces attaques, sous-marines? Alors, la meilleure tactique, globalement, c'est la tactique des convois. Ce que les Britanniques ont compris, c'est qu'il ne fallait pas disperser les bâtiments. Un bâtiment dispersé est vulnérable. Et donc, au fond, la survie de navires dépend de deux choses. Un,
la taille d'un convoi. Plus un convoi est gros, plus il est sûr, et la vitesse. Plus un convoi avance vite, moins il est touché. Ce C'est qui est d'ailleurs difficile parce que, quand on est un grand convoi, on est obligé d'adapter sa vitesse sur le -10 ans. exactement. Mmh. Donc vous avez tout un travail qui est fait pour augmenter la vitesse. Petite parenthèse, les troupes américaines qui vont aller du Nouveau Monde vers la Grande-Bretagne pour préparer le débarquement, 25% embarquent sur des paquebots, tout simplement parce que les paquebots comme le Queen Mary vont très vite et sont absolument pas susceptibles d'être touchés par les sous-marins. Donc, vous le voyez, taille des convois d'une part, vitesse de l'autre. Ça, c'est la base. Alors, vous allez me dire, oui, c'est la base. Oui, mais c'est une base que les Américains ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre. C'est-à-dire que les Américains n'ont adopté les convois que très tardivement et avec beaucoup de réticence, pour plusieurs raisons. D'abord, ça n'intéressait pas les marins. Et puis ensuite, ils craignaient qu'en adoptant les convois, eh bien, ils se mettent sous la main des Britanniques et qu'il n'ait plus, au fond, une autonomie de décision. Donc, cette tactique des convois, elle a eu beaucoup de peine à s'imposer aux États-Unis. Et, soulignons-le, elle a été très peu utilisée par les Japonais, c'est-à-dire qu'elle a été utilisée tardivement, avec des convois petits et mal escortés. Mmh. Et ici, on peut se dire que une belle occasion a été manquée, car si les Américains avaient compris plus vite qu'il était préférable de frapper des navires marchands plutôt que des porte-avions, la guerre contre le Japon aurait été gagnée beaucoup plus rapidement, parce que l'archipel Isolé. aurait été isolé et Mmh. donc vulnérable. Les convois. Mais il n'y a pas que les convois, il y a aussi tout ce qui est mesure pour repérer et frapper les sous-marins ennemis. De ce point de vue-là, plusieurs armes vont être utilisées. C'est d'abord grâce à la machine Enigma, la possibilité de décrypter les communications et donc de repérer les sous-marins avant qu'ils ne frappent. Euh, il faut faire attention, vous le voyez, parce que si vous avez un renseignement, c'est très bien. Il faut le comprendre, il faut pouvoir y parer, mais si en même temps, à chaque fois vous jouez à coup sûr, vous montrez aux Allemands que vous avez percé leur code. Donc il faut utiliser, vous le voyez, ces renseignements avec discernement. Ça, c'est le premier point. Autre point, c'est l'utilisation de moyens pour frapper les sous-marins. Alors, lesquels? Vous avez deux solutions, hein. Soit vous avez des bateaux, soit vous avez des avions. Alors, pour les bateaux vont être munis de ce qu'on appelle des ASDIC, c'est-à-dire des sonars qui repèrent. Mais repérer un sous-marin ne veut pas dire qu'on puisse l'anéantir. Donc, vous allez avoir tout un travail qui va être mené pour, par exemple, pouvoir frapper grâce à des mines les sous-marins ennemis. Et puis, autre élément que l'on oublie très souvent, l'utilisation de l'aviation, mais qui est très compliquée parce que il faut munir l'avion de radar pour qu'il puisse repérer les sous-marins. Il faut éventuellement le munir de projecteurs, et il faut aussi le munir de charges explosives susceptibles de détruire les submersibles ennemis. Et de ce point de vue, on peut dire que là aussi, les moyens accordés à la lutte aérienne ont été très, très chiches, hein, pendant longtemps. Parce que les aviateurs, au fond, la grande affaire des aviateurs, c'est le bombardement stratégique. En bombardant l'Allemagne et éventuellement le Japon, on va pouvoir obtenir la victoire. Et donc tout ce qui fait dévier les Anglo-Américains, les aviateurs anglo-américains de cet axe est considéré comme une perte de temps, un gaspillage de moyens. Donc les moyens accordés à cette aviation chargée de lutter contre les sous-marins vont être pendant très longtemps très chichement dispensés. Mmh. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de lien entre, la mer et l'air, où nous en sommes au balbutiement voilà, d'un éventuel, oui, lien entre, les chefs de l'aviation, d'une part et le monde marin d'autre part. Ah oui, il ne faut jamais oublier que cette guerre des services, cette guerre des armées est très très importante et donc va empêcher les Anglo-Américains de disposer pendant longtemps d'un outil aérien susceptible de frapper les sous-marins allemands.
Tout cela, effectivement, pour des raisons d'égoïsme d'armes. Mais les égoïsmes d'armes, c'est qu'au fond, chaque arme est un peu persuadée d'avoir la martingale pour gagner la guerre, et notamment les aviateurs. Mmh. Et donc, il ne faut pas si proche du but. 43, 44, 45, l'Allemagne est, prétend-on, à genoux. Eh bien, il ne faut pas dévier de cette course. Donc le premier ennemi des sous-marins allemands, ce sont les mines? Alors, ce sont non, non, les premiers ennemis des sous-marins, ce sont les bâtiments de surface qui vont pouvoir effectivement envoyer des charges une Mmh. fois que le sous-marin est repéré sur les submersibles ennemis. Le second ennemi, c'est l'aviation. Et l'aviation qui, par exemple, en étant basée au Groenland ou en Islande, va permettre d'assurer une protection dans ce qu'on appelle the gap, la faille, entre le moment où les escortes qui viennent d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada n'ont plus assez de moyens pour escorter, en termes d'autonomie en essence, n'ont plus assez de moyens pour escorter les bâtiments qui viennent des États-Unis ou du Canada, et le moment où un relais est pris par la Grande-Bretagne. Donc ce gap est très préoccupant, et précisément l'aviation à long rayon d'action permet d'y parer. Mmh. Est-ce que les progrès technologiques et l'innovation ont été déterminantes dans cette longue bataille? Absolument. On peut dire vraiment que là, la technologie a joué un rôle majeur. Je dis la technologie a joué un rôle majeur parce que lorsque l'on regarde par exemple le débarquement en Normandie, on s'aperçoit que les atouts modernes, l'aviation et les blindés, n'ont pas toujours joué un rôle majeur. On va se battre au corps à corps, on va parfois même mettre la baïonnette au canon. Donc on revient à des formes très anciennes de combat. On arrive d'ailleurs à une forme de démodernisation du front. Là, au contraire, la technologie joue un rôle majeur, le radar, le sonar, tous ces éléments sont importants, sans oublier bien évidemment la capacité de doter l'avion, les appareils alliés, d'un rayon d'action suffisamment important pour qu'ils puissent frapper. Mmh. Alors la France a joué un rôle dans cette guerre parce qu'elle possède un immense littoral. Alors, la France possède un immense littoral et en fait, du fait de sa situation géographique, elle est plus à l'ouest que l'Allemagne. Elle va permettre de faire gagner, à minima, une semaine d'activité aux sous-marins allemands. On comprend, il suffit de regarder la map monde. Un sous-marin a bien plus intérêt d'appareiller de Saint-Nazaire plutôt que de la Baltique pour être opérationnel en Atlantique Nord. Donc les Allemands vont utiliser le littoral français. Quand je dis qu'ils vont utiliser le littoral français, cela veut dire quoi? Cela veut dire, un, qu'ils vont construire des bases sous-marines qu'on peut encore voir à Brest, qu'on peut encore voir à Saint-Nazaire. Et ces bases sous-marines qui sont extrêmement bien protégées par des couches extrêmement impressionnantes de béton, eh bien, la Royal Air Force n'arrive pas à les percer. Donc elles vont rester opérationnelles pendant extrêmement longtemps. Mais exploiter le littoral, cela veut dire quoi aussi? Cela veut dire exploiter les possibilités de réparation, d'entretien. Donc vous avez aussi tous les arsenaux français qui vont être mobilisés et qui vont permettre là aussi de gagner du temps. Il est préférable de réparer un bâtiment à Saint-Nazaire ou à Lorient plutôt que de le renvoyer dans la Baltique pour des raisons bien évidemment de temps et d'argent. Mmh. Quelles sont les raisons de l'échec allemand sur l'Atlantique, dans cette bataille absolument dantesque évidemment? Alors cette bataille est dantesque, hein, vous avez raison de le souligner. Je dirais que l'échec vient de plusieurs éléments. D'abord, les Allemands, même s'ils infligent des dégâts considérables, n'ont quand même pas une flotte de sous-marins immense. Donc ils n'ont pas assez de moyens. Et ces moyens, par surcroît, ils les dispersent, notamment en envoyant des submersibles en Méditerranée, ce qui rend les sous-mariniers absolument dingues, parce que les pertes sont beaucoup plus... les pertes que la Kriegsmarine peut infliger aux Alliés sont potentiellement bien supérieures dans l'Atlantique Nord, comparativement à celles qu'il pourrait infliger en Méditerranée. Donc vous voyez, d'un point de vue stratégique, on peut dire que les Allemands n'ont pas entièrement raison, n'ont pas très bien calculé leurs coûts. Ils n'ont pas donc assez de submersibles, et par ailleurs, les contre-mesures alliées vont provoquer de plus en plus de désastres. Les pertes allemandes sont de plus en plus considérables au fil du temps. Et donc, ces éléments
amène Dönitz en août 1943 à voir que le ratio entre les pertes qu'il inflige et les pertes qu'il subit sont trop considérables, ce ratio est trop considérable, et amène donc Dönitz à se retirer de l'Atlantique Nord. Mais indépendamment même de cette victoire, qui est la victoire de l'ASDIC, qui est la victoire du radar, qui est la victoire d'Enigma, qui est la victoire aussi du courage des équipages anglo-américains, il faut ajouter un élément, c'est que même si les Allemands infligent des pertes relativement importantes, eh bien, les Alliés construisent de plus en plus de bâtiments. Et donc, au fond, c'est une forme de tonneau des Danaïdes. Même si les Allemands coulent beaucoup de navires, les Anglo-Américains en construisent encore beaucoup plus. Donnons un chiffre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands coulent 12,5 millions de tonnes de navires marchands. Oui, mais les Alliés en disposent de 54 millions en 1945. Donc, de toute façon, même si le rythme de destruction avait continué à ce tempo, eh bien, les Alliés auraient été quand même en mesure de fabriquer toujours plus de navires et de fournir également les équipages qui les servaient. Est-ce qu'il existe un lien entre cette longue bataille de l'Atlantique et le débarquement? Alors, si vous avez un lien, c'est un lien indirect. En d'autres termes, les Anglo-Américains ne craignent pas le péril sous-marin. Ils s'y préparent, mais ils ont plus peur, dirais-je, des mines éventuelles, puisque vous le savez, les convois qui vont cingler vers la Normandie seront précédés par des dragueurs de mines. Ils ne redoutent pas le péril sous-marin, tout simplement parce que depuis août 1943, l'Atlantique est relativement sûr. En revanche, si vous avez un lien entre la bataille de l'Atlantique et le débarquement, c'est beaucoup plus en raison des moyens dévolus à la lutte contre les sous-marins allemands. En fait, ces sous-marins allemands vont être battus par notamment des navires, des destroyers, des corvettes. Ces destroyers absorbent de l'acier, ces destroyers absorbent des moteurs, et cet acier et ces moteurs eh bien, ne sont pas dévolus à la construction de bâtiments de débarquement. Donc, tant que la bataille de l'Atlantique est prioritaire, et elle l'est jusqu'en août 1943, le rythme de fabrication des bâtiments de débarquement est un rythme relativement lent. On sait qu'il s'agit là pour Eisenhower d'une hantise. Eisenhower, jusqu'à la veille du débarquement, craint de ne pas avoir le nombre de bâtiments de transport suffisant pour mener l'opération à son terme. Le mur de l'Atlantique est un mythe? Alors, le mur de l'Atlantique est un mythe, mais j'ai envie de dire que c'est un mythe à plusieurs égards. C'est un mythe dans la mesure où les Allemands le vendent comme une défense invincible, mais ils n'ont pas la stupidité de croire que ce mur de l'Atlantique va suffire pour repousser l'invasion. De même que la ligne Maginot, jamais les Français ont pensé que ça arrêterait net l'offensive allemande. En fait, le mur de l'Atlantique comme la ligne de Maginot sont des instruments pour gagner du temps. Ce que les Allemands espèrent, c'est que les Alliés prendront du temps pour briser le mur de l'Atlantique, et surtout qu'ils sont amenés, en raison des ouvrages défensifs qui le parsèment, à fractionner leurs troupes, et donc à perdre en concentration. Donc, vous le voyez, il y a un premier mythe qui est l'idée que les Allemands sont des gros balourds et pensent que le mur de l'Atlantique va suffire à... ce qui est quand même aussi un peu l'idée, il faut le reconnaître, que leur propagande défend. L'autre mythe, c'est que la puissance du mur de l'Atlantique est redoutable. Or, regardons les faits. Le mur de l'Atlantique aura tenu quoi? 4 heures, 5 heures? Je veux dire, dès midi, les 4 principales plages sont prises. Alors, vous allez pouvoir m'opposer le contre-exemple de Omaha, la sanglante, Bloody Omaha, effectivement. Mais à la fin de la journée, ce ne sont plus 4, mais 5 plages qui sont prises. Donc, en étant généreux, on peut dire que ce terrible mur de l'Atlantique n'a servi qu'une journée, ce qui est quand même, on en conviendra, bien peu. Alors justement, c'est l'objet de votre livre paru au Seuil, réédité au Seuil, avec de nombreuses infographies. Le débarquement lui-même est victime de nombreux mythes. Nous sommes comme victimes d'une littérature glorificatrice? Oui, parce que, au fond, ce débarquement enflamme les imaginations. Et il faut voir qu'il y a, je crois, dans la mythologie du débarquement, et le terme de mythologie n'est pas péjoratif, plusieurs éléments qui jouent. Il y a un premier élément qui est que ce débarquement est un événement historique heureux. Alors, bien entendu, il n'est pas heureux pour tout le monde, il n'est pas heureux pour les 10 000 pertes
anglo-américaine, canadienne, subie le 6 juin 1944, mais ces pertes sont très limitées par rapport à ce que, d'une part, l'état-major escomptait, et par rapport, d'autre part, au bilan au bilan de la Première Guerre mondiale. Si vous voulez, lorsque l'on voit le bilan coût-avantage, n'importe quel général de la Première Guerre mondiale aurait sauté de joie. Bon, donc, le débarquement est un événement heureux. C'est un événement heureux, et d'autant plus heureux qu'il prélude à la libération du pays et au départ d'un occupant que tous les Français détestent. Un événement heureux, sauf effectivement pour les Normands, dont les pertes civiles sont colossales, mais globalement parlant, un événement heureux pour les Français, vous n'avez quand même pas d'événement si heureux à commémorer dans l'histoire. Si vous prenez par exemple la libération d'Auschwitz, vous ne pouvez pas la célébrer avec joie. Vous avez quand même une douleur extrêmement profonde. Quand vous regardez le champ de bataille qui a été Stalingrad, c'est un événement magnifique. On ne peut pas dire que ce soit un événement heureux. Le débarquement est un événement heureux pour les raisons que je viens d'exposer. Mmh. L'autre élément, c'est que vous avez quand même un storytelling, dirait-on aujourd'hui, qui est absolument haletant. Est-ce que la tempête qui fait rage va s'apaiser? Est-ce que les Allemands vont croire à l'opération d'intoxication Fortitude? Est-ce que Hitler va être réveillé à temps? Donc vous avez une dramaturgie du débarquement qui est haletante, servie quand même, il faut le dire, par des personnages exceptionnels. Rommel, Patton, Eisenhower, Montgomery, voilà, c'est quand même des figures. N'oublions pas aussi De Gaulle. Et lorsque vous regardez le pendant, à savoir le débarquement en Provence, tous ces éléments en termes de storytelling, voilà, c'est un débarquement qui se passe bien, Hitler ordonne la retraite le 16 août, les deux généraux, Patch, de l'âtre de Tassigny n'est pas encore une légende. Je pense que la légende de l'âtre de Tassigny viendra surtout au moment de l'Indochine. Vous allez avoir un sursaut de l'âtre, beaucoup plus qu'en la Seconde Guerre mondiale. C'est, me semble-t-il, Leclerc, le grand héros français de la Seconde Guerre mondiale, et peut-être dans une moindre mesure Juin. Donc tous ces éléments, si vous voulez, font du débarquement un moment heureux, un moment haletant, un moment magique dans une large mesure. Et c'est pour cette raison, je crois, que les Françaises et les Français, mais pas que les Françaises et les Français, restent passionnés par son récit. Mmh, il y a un personnage qui n'y croyait pas, c'était Churchill lui-même et on le voit sur la photo, à Téhéran, il est assez bougon. Oui, Churchill ne voulait pas du débarquement, tout simplement parce qu'il faut se rappeler que le Royaume-Uni, ce n'est ni les États-Unis, ni l'Union soviétique. Donc, il a une armée qui est une armée petite. Donc, il a très peur, si vous voulez, d'un bain de sang. Il se souvient de 14-18, il se souvient des offensives de 1916, et il a peur que cette armée britannique ne se consume sur les champs de bataille. Donc, Churchill, lui, défend une stratégie périphérique. On va frapper l'ennemi, l'Allemagne, là où elle est le plus faible. En Afrique, d'abord, en Italie, ensuite. Il ne veut pas attaquer ce que réclament les Américains, là où l'ennemi est le plus fort. Donc, il est mis en minorité à Téhéran par une alliance contre nature entre Staline et Roosevelt. Il est effectivement très bougon parce qu'il mesure que la Grande-Bretagne, qui jusque-lors menait la danse à l'ouest, eh bien, au fond, il le dit, hein, entre le bison américain et l'ours soviétique, il sentait le lion britannique bien petit. Et il va effectivement sortir de Téhéran extrêmement déprimé, ce qui explique son air bougon. Mmh. Alors il ne faut pas non plus sous-estimer, l'événement, hein. Vous parlez, vous-même d'une opération combinée de la plus haute complexité, un outil militaire à la pointe, de la technologie. Quel est le facteur qui assura le triomphe des alliés sur ce moment? Si je faisais comme l'historien britannique John Ellis, je dirais brute force, c'est-à-dire les chiffres. Il y a au fond un rapport de force écrasant qui oppose les Alliés et l'Allemagne, Mmh. à tout point de vue. Mais dans les rôles, je crois justement que ce qui fait la force du débarquement, c'est qu'il n'y a aucune raison unique qui explique. C'est véritablement un ensemble. Et cet ensemble a été pensé en tant que tel. Ce qu'il y a de fascinant quand on regarde le débarquement, c'est la manière dont Eisenhower, qui est un très grand logisticien, ne laisse aucune variable au hasard. Tout est prévu. Bien évidemment, c'est le brouillard de la guerre. Rien ne va se passer comme prévu. Mais dans le même temps, tout est prévu. C'est-à-dire qu'il y a la maîtrise aérienne, il y a la maîtrise des flots, il y a un soin extrêmement attentif porté au renseignement. Donc, vous allez avoir toute
les défenses allemandes, l'ordre de bataille allemand, qui va être connu, et qui va être connu à quelques exceptions près. Omaha, par exemple, vous avez une division allemande qui n'a pas été repérée, mais sinon, les Anglo-Américains ont une bonne vision de ce qui sera le champ de bataille. L'intendance doit suivre. On apporte des ports artificiels. Donc, tous ces éléments, vous voyez, définissent une combinatoire où rien n'a été laissé au hasard. Voilà, donc je dirais que l'un des grands mérites d'Eisenhower et plus généralement des stratèges anglo-américains est d'avoir essayé de tout prévoir. Bien entendu, cela ne fonctionne pas parce que voilà, la guerre est faite, est remplie de hasard, mais on peut dire que avec leur souplesse et leurs moyens, les Alliés avaient de quoi y faire face, alors que les Allemands n'avaient pas les moyens matériels de faire face à cette loi du nombre que vont infliger les Anglo-Américains. Mmh. Faut-il Nous avons fait une émission avec Jean Lopez, hein, sur Bragation et puis évidemment, Overlord qui a, permis, quelle bataille, quelle offensive a permis de gagner la guerre? Votre opinion? Alors, bien évidemment, on oublie toujours l'Est parce que nous sommes français et parce que nous appartenons aussi à une alliance occidentale. Il faut rappeler que la guerre, elle a été perdue par l'Allemagne à l'Est. Et donc, Bagration, en termes de désastre pour la Wehrmacht, a été beaucoup plus considérable que l'Ouest. Mais la perte de l'Ouest a été aussi extrêmement importante. L'Ouest, c'est d'abord une profondeur stratégique. L'Ouest, c'est quand même aussi des moyens militaires. Et l'Ouest, c'est la vache à lait. C'est la vache à lait agricole et industrielle de l'Allemagne. Donc, il ne faut pas oublier que si la guerre contre l'Union soviétique a été aussi déclenchée pour des raisons économiques, l'idée de mettre main basse sur les champs pétrolifères du Caucase, les terres sablées de l'Ukraine, eh bien, économiquement, l'Union soviétique n'a rien apporté, quasiment rien apporté à l'Allemagne nazie. C'est l'Europe de l'Ouest qui a apporté les ressources économiques qui faisaient défaut à l'Allemagne. Et donc, à partir du moment où elle perd l'Ouest, et notamment la France, la guerre économiquement est aussi perdue. Mmh. Peut-être un dernier mot sur l'historiographie, parce que une des grandes qualités de votre ouvrage, l'histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, c'est précisément d'avoir un regard mondial. Vous prenez énormément de travaux étrangers, allemands, anglais, américains, et cetera. Est-ce que sur le débarquement lui-même, l'historiographie évolue? Pour moi, c'est une historiographie qui est un peu moins triomphaliste. On avait une historiographie, je pense par exemple à l'historien très populaire Stephen Ambrose, qui exaltait le débarquement. Donc là, je pense qu'on a une historiographie qui est moins sensationnaliste, moins hagiographique. C'est aussi une historiographie qui est plus près des hommes. Je pense par exemple aux travaux de Jean-Luc Leleu, Combattre en dictature, qui essaye de regarder la manière dont les choses se déroulent sur le champ de bataille côté allemand. Bien évidemment, il a une réflexion au niveau des chefs, mais il regarde aussi ce qui se passe au ras des champs de blé, au ras des pâturages. Donc je pense que ce souci de la manière dont on combat, dans la manière dont l'homme combat en Normandie, est aujourd'hui l'une des tendances les plus intéressantes de l'historiographie. Mmh. Eh bien, merci beaucoup, Olivier Vivorca, d'être revenu. Donc, Histoire totale de la Seconde Guerre mondiale, un ouvrage paru aux éditions Perrin, en coédition, pardon, avec le ministère des Armées. Vous venez de rééditer Le Débarquement, son histoire par l'infographie, des infographies de Cyriac Allard, un ouvrage paru au Seuil, et je vous renvoie aussi chez votre marchand de journaux, chers auditeurs et chers youtubeurs. N'hésitez pas à vous procurer L'Histoire en guerre, une coédition Le Monde, Histoire et Civilisation, au prix de 14,90 €. Vous pouvez également trouver ce numéro consacré à la bataille de l'Atlantique sur notre boutique en ligne, en cliquant simplement sur le lien qui se trouve en description de cette émission. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Merci et très bonne semaine à vous.